Cette vidéo est sponsorisée par Games Planet et le jeu Like a Dragon Ishin. Dans ce nouveau jeu d'action de Sega, vous incarnez Sakamoto Ryoma à la recherche du meurtrier de son père et en quête de justice. Dans un environnement ultra immersif au cœur du Kyoto de la fin de l'ère Edo, affrontez les Shinsengumi et les sbires du Shogun pour changer à jamais le cours de l'histoire du Japon. Sorti le 21 février 2023, précommandez-le dès maintenant sur gameplanet.com avec le lien Satsujin en description et bénéficiez de 10% de remise à la commande. Games Planet, c'est votre site de distribution officiel de jeux PC au catalogue incroyable en contrat avec les éditeurs et ce, depuis 2001. Basé en France avec un support client ultra réactif et personnel et les meilleures notes et commentaires sur Trustpilot, Games Planet, c'est le plaisir du jeu sans les galères. Alors n'attendez pas et précommandez le jeu Like a Dragon Ishin dès maintenant. Rendez-vous maintenant sur mes réseaux sociaux pour tenter de gagner 3 jeux Like a Dragon Ishin. Depuis les années que je parcours les dossiers criminels des tueurs en série et tueurs de masse japonais, que je lis et regarde les récits sur les criminels du monde entier, une chose me frappe toujours, c'est le facteur absolument déterminant que joue l'enfance de ces hommes et ces femmes. Enfants martyrs, traumatisés, victimes de familles dysfonctionnelles, de parents alcooliques, violents, abusifs, parfois violés, mais aussi victimes des colibés de leurs camarades, pour un défaut physique ou un retard mental, et parfois un dangereux cocktail de tout cela. La quasi-totalité des criminels sur lesquels j'ai pu écrire ont connu une enfance cabossée et développé par la suite des névroses et des pathologies souvent évitables si une prise en charge psychologique était intervenue à temps. Mais dans une grande majorité de ces cas, un facteur aggravant va déterminer le passage à l'acte dû à l'absence de diagnostic et de soins, c'est la misère. Bien sûr, des fils et filles de familles aisées, voire riches, devinrent des meurtriers effrayants. Uematsu Satoshi, l'auteur du massacre de Sagamihara, en est l'illustration parfaite. Mais ces cas restent rares et, en général, le terreau de la misère sociale reste fertile pour engendrer des criminels violents par vengeance, ressentiment, jalousie ou colère. Cette violence sociale est ressentie différemment selon les continents et les cultures, et dans un pays comme le Japon, au taux de chômage quasi inexistant, où tout un chacun peut trouver un travail rapidement, c'est bien souvent le rêve brisé d'une réussite sociale brillante qui crée les frustrations les plus brutales. Le culte de la réussite et du combat pour la carrière, le rêve d'accéder à cette classe supérieure qui roule en berline importée, boit du champagne français et s'habille chez les grands couturiers, laisse nombre de désenchantés sur le bord de la route. Alimenté par des programmes de télévision et des articles qui font étalage de ces réussites réelles ou romancées, ce rêve de signes extérieurs de richesse ronge le cerveau des jeunes gens qui voient en ces bimbos emperlés un modèle de réussite et de vie. Alors, quand la réalité frappe à la porte, certains, la majorité, l'acceptent et se résignent souvent pour une vie simple et plus heureuse, mais d'autres s'obstinent dans leur quête et y perdent la raison, la santé et parfois la vie. L'alcoolisme devient alors souvent la règle, l'échappatoire facile et bon marché à la réalité. Le jeu, bien souvent, ronge encore un peu plus les esprits déjà grignotés par ces rêves de fortune facile et, au bout du tunnel, les dettes, les faillites personnelles, la honte, le suicide. C'est un dangereux mélange de tous ces facteurs qui ont fait le criminel dont je m'apprête à vous parler, Yamaji Yukio.
Je me rappelle avoir découvert son histoire complète le jour de son exécution le 28 juillet 2009, le même jour que celle de Maehwe Hiroshi, le tueur de suicidaire dont j'avais suivi l'épopée criminelle, l'arrestation, puis le procès dans les journaux. Je couvrais ce procès pour une amie scénariste avec qui je préparais une collection manga sur les grandes affaires criminelles japonaises, sans doute les prémices de ce qui allait devenir Satsujin quelques années plus tard. J'avais d'abord cru à l'un de ces apprentis yakuza décérébrés qui tuent pour briller et monter en grade. Le sourire arrogant qu'il arborait lors de ses transferts au tribunal me le laissait tout du moins penser. Mais en me rappelant cette affaire et en plongeant des semaines durant dans les articles, les comptes rendus et les livres qui en traitent, force fut de constater que c'était bien de misère et d'abandon dont on parlait. Né dans une famille stable, prise en charge psychologiquement dès l'enfance, Yamadi aurait peut-être eu une chance de ne pas devenir le monstre froid et sanguinaire qui assassina sa mère et 2 innocentes jeunes femmes avant de se faire prendre, stoppant net une épopée criminelle qui aurait pu faire beaucoup d'autres victimes. Retour sur le processus de fabrication d'un monstre. Yamadi Yukio est né le 21 août 1983 à Yamaguchi, dans le sud-ouest du Japon. Fils unique d'un père ouvrier du bâtiment et d'une mère caissière de supermarché, il grandira dans un quartier populaire et fréquentera une école publique gratuite dans laquelle il ne brilla pas par son assiduité. Son père, joueur et endetté, était également un buveur invétéré qui ne manquait pas de rentrer ivre-mort chaque soir, passant ses nerfs sur sa femme mais également sur son fils. Se refusant à son mari depuis la naissance de leur enfant, Madame Yamadi était également victime de viols répétés et brutaux, le tout dans un très petit appartement donc parfaitement perceptible par le fils qui, bien souvent, n'arrivait pas à trouver le sommeil et se terrait terrifié dans son placard. Les drames de violence nocturne feront d'ailleurs renvoyer sa mère qui, passant ses nuits à parlementer avec son mari violent et saoul, arrivait régulièrement en retard à son travail. Elle retrouvera un petit emploi à temps partiel dans une supérette de leur quartier, mais son salaire amputé contrariera encore plus son mari qui avait l'habitude de le lui prendre pour payer ses dettes de jeu. Bien entendu, le petit Yukio ne trouva pas sa place dans ce couple déchiré et violent et en voudra terriblement à son père avec qui il ne partageait aucun moment de complicité et de jeu, et qu'il verra frapper sa mère avec violence et régulièrement. Il ne trouva pas sa place à l'école non plus, chétif et craintif, il n'avait pas vraiment de copains, se méfiait de tout et de tout le monde et ne brillait pas non plus par ses résultats. Fuyant les groupes de garçons dans la cour de récréation, se terrant dans un tunnel de jeu et portant souvent un anorak rouge duquel dépassait une tignasse mal coiffée et souvent sale, les autres le surnommèrent le diable. Alors qu'il n'avait que 11 ans, son père tomba gravement malade et dut cesser de travailler. Ne bénéficiant pas d'une assurance maladie, il tardera à se faire diagnostiquer, préférant rester à la maison pour boire et hurler sur sa famille. Ne pouvant presque plus marcher, il invitera ses amis à domicile pour jouer, perdre et creuser un peu plus sa dette. C'est dans cette ambiance que le petit garçon entrera au collège, rentrant chaque soir dans un appartement minuscule enfumé et embué de vapeur d'alcool, au milieu d'étrangers bruyants profitant de son père qui dépérissait. Fin 1994, ne tenant plus debout et perdant ses forces jour après jour, il se décida à aller à l'hôpital et, utilisant le peu d'argent que le couple avait, se fit diagnostiquer. Il souffrait d'une cirrhose du foie à un stade avancé. Sa femme réussit à le faire entrer dans une maison de santé des services sociaux, mais il mourra en janvier 1995, ne laissant que des dettes et des cicatrices à sa famille. Dès ce moment, la mère de Yamadi se retrouva seule avec son fils, obligé de prendre un appartement plus petit et moins cher pour faire face. Elle avait retrouvé un travail à temps plein dans un supermarché en grande banlieue d'Osaka, à des centaines de kilomètres de chez eux. Elle ne fuyait pas seulement les mauvais souvenirs qu'elle avait à Yamaguchi, mais aussi une belle famille qui la rendait responsable de la mort de son fils, sa propre mère qui lui intimait l'ordre de trouver un nouveau mari pour élever son garçon et surtout les créanciers quasi mafieux de son défunt époux qui la poursuivaient pour récupérer les dettes de jeu, majorées bien sûr.
Loin de tout cela, elle tirait un trait sur ce passé, elle pensait tout recommencer. Mais Yukio, perturbé par les événements dramatiques de son enfance et par le quasi-abandon affectif de ses parents, cultivait ses névroses, tranquillement mais sûrement. Petit à petit, sa mère remontait la pente et arrivait à assumer les dépenses du quotidien, sacrifiant sa vie de famille à un travail prenant qui mangeait une grande partie de son emploi du temps. Le jeune garçon, lui, à nouveau livré à lui-même, même si délivré de la violence du quotidien, manquait le collège de plus en plus souvent, traînant dans les parcs du voisinage et se livrant de temps en temps à de petits vols dans les boutiques de manga. De son côté, sa mère, frustrée par ses années de calvaire conjugal, commençait à se faire plaisir, à s'acheter de beaux vêtements, des sacs à main de marque et à sortir de temps en temps dans des hôtels de luxe le temps d'un week-end, laissant son fils seul avec un billet pour acheter son dîner. Ces petits plaisirs occasionnels devinrent de plus en plus fréquents et très vite, son salaire ne suffit plus. La jeune quadragénaire, mince et plutôt jolie, avait remarqué que lors de ses séjours à l'hôtel, les hommes la regardaient et certains venaient même l'aborder, lui offrant à boire et parfois un peu plus. S'y étant toujours refusée par principe, elle décida de tenter sa chance et devant les dettes qui s'accumulaient dans les organismes de crédit revolving, elle accepta l'invitation de l'un de ces hommes qui la courtisait. Sa vie s'organisa autour de ces rencontres, plus ou moins furtives, et son envie de briller allait grossissant. Elle quitta son travail au supermarché et changea d'apparence petit à petit, passant de la jolie caissière au look casual à la chasseuse d'hommes peroxydés, surmaquillée et vêtue de grandes marques de couturier de pied en cap. Encore une fois dépassée par les événements et victime de ses pulsions dépensières, elle commença à avoir des ennuis avec certains hommes qu'elle avait rencontrés et à qui elle avait un peu forcé la main lors de certaines séances de shopping. Elle avait éprouvé sa technique séduisante, un homme d'apparence aisée au bar de l'hôtel, lui faisant miroiter un week-end torride, voire un avenir en commun, puis attirant sa victime dans les boutiques de luxe pour s'y faire payer robes, sacs à main, chaussures et bijoux hors de prix. En général, elle disparaissait avec le butin avant que la victime n'ait eu le temps de se retourner, pas de vol donc, mais une évidente escroquerie que certains ne tarderont pas à découvrir. 2 ou 3 hommes spoilés lancèrent des investigations et ne tardèrent pas à la retrouver. Bien entendu, étant mariés, ils n'avertirent pas la police, craignant le scandale, et la retrouvèrent par leurs propres moyens. Elle se retrouva vite sommée de rembourser toute la quincaillerie par plusieurs individus et comme son défunt mari quelques années auparavant était dorénavant redevable d'une somme énorme. Avec sa petite fortune d'un moment, elle avait placé sa mère dans une petite maison de retraite privée non loin de leur ancien domicile de Yamaguchi. Acculée, ne sachant pas à qui parler, elle lui rendit visite pour lui exposer sa situation et lui demander conseil. La mère, paniquée par cette situation, lui conseilla de trouver un mari veuf ou célibataire et avec du bien, voire une certaine fortune. De son côté, le jeune Yukio s'éleva, seul, entré au lycée sans grand panache. Il assurait le minimum pour ne pas se faire renvoyer, mais n'avait aucun intérêt pour ses études. Faisant le mur dès que possible, il continuait ses escapades et ses menus larcins, emmenant dans son sillage des filles, des lycéennes aussi paumées que lui, espérant bien flirter, voire un peu plus. Mais le caractère étrange et renfermé, voire inquiétant du jeune garçon les effrayait, et il n'arrivait quasiment jamais à ses fins, ce qui instaura chez lui une nouvelle frustration. Maigre, désargenté et cancre, il n'était pas le plus populaire de son lycée, loin de là, et il savait que s'il voulait le devenir, il allait lui falloir sacrifier certains efforts. C'est ainsi qu'il entra au club de tennis mixte de son établissement, au grand étonnement de tout le monde. Contre toute attente, il s'y révéla plutôt doué et s'y fit même des camarades, pas vraiment d'amis, mais des gens avec qui il pouvait parler sans ressentir ce sentiment de haine des autres qu'il ruminait depuis son enfance. Mais dès qu'il rentrait à la maison, il lui fallait affronter la réalité d'une mère aux abois dont il devinait les problèmes pour les avoir déjà vécus avec son père. Il avait remarqué le paradoxe des marques de luxe dont elle s'affublait et de l'appartement plus que modeste dans lequel il vivait. Il avait bien vu qu'elle buvait seule sur leur balcon, pleurant et implorant les dieux de lui venir en aide. Cette réalité qu'il soupçonnait, il se la vit confirmer le jour où un homme très en colère frappa à leur porte.
C'était un de ces hommes qu'elle avait escroqué et qui venait réclamer son dû. Il la menaça physiquement devant les yeux impuissants et terrifiés du jeune homme. La tension retomba et elle lui exposa clairement sa situation, lui avouant presque tout. C'est alors que Yamadi demanda à sa mère ce qu'il pouvait faire pour l'aider. Sans le lui avouer, elle avait déjà pensé à cela et se disait que devant les très mauvais résultats scolaires de son fils, il ferait peut-être mieux de quitter le lycée et de prendre un emploi rapportant ainsi un salaire à la maison. C'est ce qu'il fit après avoir obtenu sans honneur et avec le minimum sa certification de fin de lycée. Ils rentrèrent à Yamaguchi, fuyant une nouvelle fois les créanciers. Là, il postula dans une grande filature de la région, mais échoua au test d'embauche. Il finit par trouver un boulot de livreur de journaux qui, finalement, lui convenait tout à fait. Il travaillait seul sur son scooter, ne voyait personne et pouvait enfin gagner un peu d'argent pour s'acheter des choses et inviter des filles. Mais dès le premier salaire venu, sa mère lui présenta les dizaines de factures d'eau, d'électricité et de gaz en retard, ainsi que les loyers impayés, les menaces d'expulsion. Il dépensa donc sa paye à sauver les meubles et chaque mois consacrait la quasi-totalité du fruit de son labeur à rembourser les dettes de sa maman. De nouveaux débiteurs se présentaient régulièrement et la maigre paye de Yamadi ne suffisait plus pour éponger ce flot d'argent dû qui grossissait chaque jour. Il obtint un rendez-vous avec les services sociaux de la ville pour faire étudier leur situation et demander une aide pour sa mère, mais étant donné la nature illégale de certaines créances, l'assistance sociale leur fut refusée. Jamais découragé à cette époque de sa vie où il prenait son indépendance et voulait couper avec la spirale familiale infernale, il se mit en relation avec des amis de sa mère et put avoir de plus amples renseignements sur l'importance de ses ennuis financiers. Il dut se rendre à l'évidence, les sommes qu'elle devait étaient astronomiques et une vie entière de livreur de journaux ne suffirait pas pour rembourser tout cela. Après quelques mois, et voyant qu'il allait gâcher sa vie s'il continuait dans cette voie, il entreprit de quitter le domicile familial. Il demanda une plus grande amplitude horaire et une augmentation à son patron, ce qu'il obtint, s'acheta une moto d'occasion pour ses déplacements et son travail, et finalement, obtenant une caution solidaire d'un de ses collègues de travail, prit un petit studio non loin de son lieu de travail. Mais sa mère ne l'entendait pas de cette oreille, et lui fit un drame épouvantable lorsqu'il lui annonça son départ prochain. À grand renfort de chantage au suicide et affectif, elle essaya de masquer la véritable nature de son attachement qui était beaucoup plus terre-à-terre. Son fils parti, c'était ses dettes qu'elle devrait rembourser toute seule. Mais face à cette mère éplorée, il prit son avenir entre ses mains et déménagea. Les semaines qui suivirent furent un enfer pour Yamadi. Sa mère l'appelait tous les jours, des heures durant, pleurant et l'implorant pour l'aider, ce qu'il fit encore à quelques occasions. Puis elle lui parla d'un homme riche et veuf qui voulait l'épouser, ce qui, pour le jeune homme, pouvait ressembler à une porte de sortie honorable. Mais réalité ou invention, à des fins manipulatrices, l'hypothétique mariage ne pourrait avoir lieu que si le fils l'aidait à remonter la pente financièrement, car bien vite, l'évocation de nouvelles bêtises et donc de nouvelles dettes furent mises sur le tapis. Yamadi essaya d'oublier ce chaos incessant et se consacra à son travail, mais aussi à la naissance d'une relation avec une jeune fille de son âge qui travaillait à temps partiel dans l'épicerie voisine de son lieu de travail. Cette histoire d'amour naissante redonna le sourire au jeune homme qui, pour une fois, pouvait vivre pour lui et choisir sa vie. Mais ayant eu vent de cette relation, sa mère ne tarda pas à identifier la malheureuse et obtint son numéro de téléphone. Une campagne de harcèlement téléphonique systématique commença et dura plusieurs mois. La mère abusive et souvent alcoolisée menaçait l'infortunée fiancée de tous les maux de la terre si elle ne rompait pas avec son fils immédiatement, l'accusant de n'en vouloir qu'à son argent et lui reprochant d'avoir éloigné son fils d'elle. Malheureusement, malgré la force de cette relation et l'amour qu'elle avait pour lui, la jeune fille rompit de guerre lasse, ne supportant plus ses menaces et craignant pour son avenir et même pour sa vie. À 16 ans et demi, Yamadi avait déjà accumulé suffisamment de rancœur envers sa mère et cet événement le fit basculer. Sa petite amie lui annonça leur rupture et la raison qui la poussait à le quitter le 29 juillet 2000.
Ce même jour, dans la matinée, son employeur lui annonça qu'il avait reçu un avis à tiers détenteur sur son salaire émis par un bureau de recouvrement de dettes. Sa gentille maman, en plus des petites escroqueries habituelles, avait souscrit à plusieurs crédits à la consommation au nom de son fils pour payer ses loisirs, pachinko, mahjong, bar à haute et vêtements de marque. Le jeune livreur de journaux fit sa journée de travail normalement, plongé dans des pensées qui n'avaient rien de professionnel. Il fallait que tout cela cesse, que la cause de tous ces tourments disparaisse, quels qu'en soient les moyens. En début de soirée, il se rendit chez sa mère, exigeant d'elle une explication sur les événements récents et surtout sur sa rupture amoureuse. Mais en guise d'excuse, ou au moins d'éclaircissement, Yamadi n'eut droit qu'à des pleurs et des lamentations sans une once de gratitude. Elle se plaint à nouveau que son fils l'ait abandonnée, laissée sans argent et sans amour et avait fait capoter son hypothétique remariage. À bout de force et ivre de colère, le jeune homme se précipita dans le placard où étaient encore stockées des affaires personnelles et se saisit de sa batte de baseball en aluminium. Hurlant à sa mère qu'elle aille en enfer, il la frappa violemment à la tête, lui fracassant le crâne d'un seul coup. Elle tomba, morte, sur le tatami de la salle à manger. Un filet de sang lui sortait du nez et des oreilles. Le jeune homme n'avait pas calmé sa rage infinie et pris d'un flot d'adrénaline et de folie meurtrière, il s'acharna sur le corps de sa mère, la frappant encore et encore à la tête, puis à bout de force, il tomba assis à côté de la tête détruite de sa mère dans une mare de sang. Il passa 2 heures ainsi à regarder le cadavre de celle qui lui avait tout pris. Puis, calmement, il sortit de l'appartement, ferma à clé et rentra chez lui. Il passa les 2 jours qui suivirent à envisager sa vie d'après, mais en appréciant la situation, il ne vit rien d'autre à faire que d'avouer son crime, espérant, sans se le dire vraiment, que la prison l'aiderait peut-être à tirer un trait sur ce passé chaotique, voire à construire quelque chose pour son futur. Le 31 juillet 2000, il appela la police et fit des aveux par téléphone, donna son adresse et jura qu'il ne bougerait pas. Il fut arrêté en début de soirée et placé en garde à vue assistée au vu de son jeune âge. Il fut jugé par un tribunal pour mineurs et son avocat basa sa défense sur son enfance calamiteuse et les épreuves que lui avait fait traverser sa mère, preuve à l'appui. Le 2 août 2000, il voulut essayer de se défendre lui-même et demanda à s'adresser directement au magistrat, refusant l'aide de son avocat. Mais suite aux expertises psychiatriques qui montrèrent sa grande fragilité et ses troubles de la personnalité, ce fut son homme de loi qui plaida et appuya justement sur l'irresponsabilité de son client, ce que Yamadi refusait de reconnaître. Le 14 septembre 2000, le tribunal pour mineurs de Yamaguchi le condamna à être interné dans un établissement éducatif fermé pour une durée indéterminée. Toutes les circonstances atténuantes furent retenues à son avantage et il bénéficia également de la révision de la loi de 1993 relative aux parricides et matricides. Il fut envoyé dans le centre éducatif fermé de Okayama où il put étudier et suivre une thérapie comportementale qu'il fit mine d'apprécier, prétendant se sortir petit à petit de ses cauchemars et de ses névroses. Mais la réalité était tout autre et le jeune homme passa sa détention à ruminer ses colères et ses frustrations, mais surtout à se remémorer le meurtre de sa mère minute par minute. Il dit s'être rappelé de l'excitation qu'il avait ressentie au moment des faits, du sentiment d'exaltation et aussi de l'odeur du sang. En apparence, il allait mieux, c'est tout du moins ce qu'il avait réussi à faire croire aux experts psychiatriques qui signèrent sa libération conditionnelle en octobre 2003. Un des cliniciens du centre émit de fortes réserves sur sa santé mentale et écrit toutes ses craintes sur ses chances de récidive, mais son avis ne trouva pas écho pour une raison étrange qui échappe toujours aux enquêteurs. Il avait l'obligation de se faire suivre par un médecin, de pointer chez un juge chaque mois, mais également de trouver un travail et un logement et d'en rendre compte régulièrement au juge des libertés. Il trouva rapidement un emploi dans une salle de pachinko, ces machines à sous très populaires au Japon que l'on trouve à chaque coin de rue. Il y travaillera à l'accueil d'abord, puis en salle, distribuant jetons, boissons et cigarettes aux joueurs, puis comme mécanicien machine, réparant et entretenant le matériel. C'est dans le cadre de cette activité qu'il fera la connaissance d'un installateur peu scrupuleux qui lui apprit comment truquer les machines à sous et très vite il lui proposera de venir travailler dans une salle de pachinko clandestine dont les machines, révisées à sa façon, lui apportaient de belles rémunérations.
Durant quelques mois, il se montra très habile dans ce business et se fit rapidement de belles sommes d'argent. Il prit un bel appartement en location et commença à profiter de sa nouvelle aisance financière. Il écuma les bars de nuit, les clubs à hôtesses et les maisons closes, affirmant de plus en plus son goût pour les pratiques extrêmes et tarifées. Mais tout cela ne dura qu'un temps, et en mars 2005, pendant une descente de police, Yamaji fut arrêté et renvoyé devant un juge pour avoir violé les conditions de sa libération. Une fois de plus, il réussit à passer à travers les mailles du filet judiciaire et se retrouva dehors en quelques semaines. Une fois sorti, les choses ne se passèrent pas vraiment comme il l'avait souhaité. Ses anciens associés de Tripot ayant appris grâce à cette descente de police que Yamaji avait un casier et qui plus est pour meurtre, ne lui permirent pas de reprendre son travail et lui interdirent même l'accès à leur établissement. Réunissant ses économies, il partit pour Osaka et se fixa dans le quartier de Naniwa, espérant y trouver un travail et y refaire une nouvelle fois sa vie. Il loua un petit meublé, puis, ne trouvant toujours pas de travail et voyant ses économies fondre de jour en jour, loua des chambres d'hôtel bon marché pour, finalement, se retrouver sans un sou et à la rue en novembre 2005. Il vivotera quelque temps en essayant de compter son argent yen par yen et en achetant le minimum vital pour subsister, dormant dans des entrepôts désaffectés ou des dépendances de temple. Le 5 décembre 2005, le gardien d'un immeuble repéra le manège du jeune homme qui, chaque soir, attendait la tombée de la nuit pour se glisser dans la chaufferie afin d'y passer une nuit au chaud. L'homme appela la police et Yamaji fut arrêté pour vagabondage et tentative d'effraction. Mais bizarrement, peut-être à cause de son aspect misérable, aucune recherche ne fut faite sur son passé criminel et psychiatrique et il fut relâché le lendemain matin. Il trouva refuge dans un entrepôt qui servait à stocker le matériel de cérémonie d'un temple Shinto dans le petit quartier de Shiogosa. Il savait que les prêtres, même s'ils le trouvaient là, ne le mettraient pas dehors, l'hiver était là, et les températures nocturnes dégringolaient aussi vite et sûrement que la santé mentale de Yamaji. Enroulé dans des couvertures trouvées dans la réserve, il passa ses jours et ses nuits à boire des cafés en canette achetés au coin de la rue, profitant de ces rares instants de vie pour observer les gens et se poser des questions sur son existence entre autres. Lors de ses auditions, il déclara « À ce moment-là, je me demandais pourquoi je vivais, quel était le but de ma naissance. Tout avait raté dans ma vie et personne ne me cherchait. J'aurais pu être mort ou vivant, cela importait à personne. Et puis j'ai repensé au seul moment où j'ai vraiment été heureux dans ma vie. Il y en avait eu deux, quand j'étais avec ma petite amie et quand j'ai tué ma mère. Alors j'ai voulu ressentir ça, à nouveau. » Pendant ses escapades alimentaires, il avait remarqué deux jeunes femmes qui l'observaient dès que possible, cachées derrière son distributeur de boissons. Au bout de quelques jours, il connaissait l'heure de leur départ au travail et l'heure de leur retour à la maison. Il se construisit des scénarios improbables pour les aborder tout en sachant qu'il n'avait aucune chance d'attirer leur attention avec ses vêtements élimés et ses mains sales. De plus, des riverains l'avaient remarqué traînant autour des bâtiments et parfois même fouillant dans les poubelles des restaurants alentours. Ils le toléraient sans doute par pitié pour son jeune âge, mais à coup sûr, les deux jeunes femmes l'auraient identifié comme le clochard du coin. Pour Yamaji, les choses changeaient et un sentiment différent commençait à l'envahir. Il en parlera plus tard en ces termes. « Je savais que rien de bon ne pouvait m'arriver. Si je ne le prenais pas, je voulais voir du sang et posséder des femmes. L'idée de tuer à nouveau m'excitait tellement que je n'en dormais plus. Je savais que si je ne passais pas à l'action très vite, je deviendrais fou. » C'est le 17 novembre 2005 que tout a basculé. Uehara Asuka, 27 ans, et sa petite sœur Chihiro, 19 ans, partageaient ce petit appartement de Shiogosa, un petit quartier périphérique tranquille d'Osaka, depuis un an. Elles travaillaient toutes les deux, Asuka dans un magasin spécialisé dans l'événementiel, elle économisait d'ailleurs pour ouvrir leur propre boutique de mariage. Chihiro, elle, s'était inscrite à l'école d'infirmière et travaillait dans un magasin d'alimentation pour payer ses études. Elles consacraient une partie de leur salaire pour aider leurs parents qui connaissaient des difficultés avec leur commerce. Chihiro devait d'ailleurs fêter son Seijin Shiki, cette cérémonie d'entrée dans l'âge adulte, dont toutes les femmes rêvent et qui est l'occasion de porter un kimono splendide souvent acheté par les parents. Connaissant les problèmes que rencontraient les siens, elle leur avait dit de ne pas en acheter et qu'elle se débrouillerait à en trouver un d'occasion, voire à en emprunter un à une amie. Jolies jeunes femmes, elles prenaient grand soin de leur apparence et tout le quartier les connaissait, au moins de vue,
tant par leur beauté que par leur sourire et leur grande politesse. Les deux jeunes femmes avaient organisé leur vie autour de leur travail au détriment de leurs vies amoureuses et consacré toute leur énergie à leurs projets professionnels et à leur famille. Le 17 novembre, comme tous les jeudis, les sœurs devaient rentrer plus tôt du travail, ayant l'habitude de se prendre à manger dans un petit restaurant à emporter du quartier et passer leur soirée à travailler sur le projet de boutique d'Aska. Sachant ce qu'il allait faire et pourquoi il voulait le faire, il avait trouvé dans les cuisines du temple un couteau à poisson de type Yanagiba à la lame effilée et tranchante, et dans l'atelier, un marteau de charpentier. Il observa ensuite l'entrée de la résidence dans laquelle vivaient les deux jeunes femmes et attendit. Mais ce jour-là, le hasard fit que les sœurs furent retenues à leur travail et ne purent quitter leur poste que tard dans la soirée. Yamadi passa quelques heures à les attendre, fumant des cigarettes et buvant du café, et lassé, s'apprêtait à rentrer dans sa cachette. Il était plus de minuit et il était en colère comme il le déclara plus tard à un enquêteur. « J'allais faire mon shopping ce soir-là, du sexe et du sang. Ce que l'on ne me donnait pas, je le prenais. C'est aussi simple que ça. Puisque je suis un bon à rien, je serais peut-être au moins doué pour le meurtre. C'est peut-être ça mon destin. » Pensant au déroulé de cette macabre soirée à venir, il pensait d'ailleurs déjà à la suite, à celle qui pourrait tuer, se faisant une liste des jeunes femmes qu'il croisait dans le quartier. Il s'apprêtait à partir quand, vers minuit et demi, il entendit les voix des sœurs discutant sur leur vélo. Il attendit un instant qu'elles attachent leur bicyclette dans le petit parking de la résidence, puis les regarda passer la porte et monter. Après un court instant, il vit les lumières s'allumer au 4e étage et s'engouffra dans le hall. Il monta les marches promptement, le cœur au bord de l'explosion, son marteau dans une main et le couteau dans l'autre. Il sonna à la porte et la plus jeune Chihiro vint ouvrir sans regarder dans le Judas ni même prendre le temps de mettre la petite chaîne de sécurité qui équipe toutes les portes japonaises. À peine lui entrouvert, Yamadi donna un coup d'épaule violent qui fit voler la jeune femme en arrière. D'un bond, il entra dans le petit couloir et se précipita sur elle, lui assénant un coup de marteau en pleine tête sans qu'elle ait eu le temps de crier. Chihiro était inconsciente, étendue sur les chaussures et les sacs de course, tandis que sa sœur, dans la salle de bain, faisait couler un bain. Yamadi se glissa sans bruit vers la salle d'eau et son marteau ensanglanté dans la main ouvrit la porte précipitamment et frappa à l'aveugle en direction d'Asuka, nue, qui n'eut pas le temps de réagir. Elle fut touchée à l'épaule, au torse et à la tempe et titubant, n'eut pas le temps de se défendre ou de crier lorsque l'assaillant, les yeux exorbités, lui mit la main sur la bouche et la tira dans le couloir, puis la jeta sur les tatamis de la salle à manger, l'accompagnant dans sa chute. Une main sur sa bouche, il attrapa le couteau et le mit sous la gorge de la jeune femme, lui promettant de l'égorger sur-le-champ si elle émettait le moindre son. La blessure à sa tempe saignait et Yamadi ressentit une profonde excitation à la vue du liquide rouge. Il allait pouvoir dominer une situation et se faire craindre, lui, le raté que même sa mère avait rejeté, ce qu'il dira avoir ressenti lors de ses interrogatoires. Sous la menace de sa lame, il viola Asuka une première fois et, ce faisant, lui infligea de larges coupures sur le torse et dans le cou. Il laissa la malheureuse en larmes, traumatisée et en sang, et se releva pour aller chercher la jeune sœur toujours inconsciente. Il la traîna par les cheveux à côté de sa sœur et la déshabilla en découpant ses vêtements avec son couteau. L'aînée ne bougeait pas, terrorisée par la menace du criminel et par la douleur de ses blessures. Il viola Chihiro devant les yeux de sa sœur, lui infligeant les mêmes blessures avec son couteau, ce qui lui fit reprendre conscience. La jeune femme de 19 ans, terrorisée par ce qu'elle voyait, poussa un cri et Yamadi, d'un geste, lui planta sa lame dans le cou. Voyant qu'Asuka rampait sur ses coudes pour s'éloigner, il la frappa de plusieurs coups de couteau à la poitrine, dans le cou et dans le visage, puis il viola la jeune femme agonisante. Il la laissa pour morte et viola Chihiro une seconde fois, avant de la larder elle aussi de coups de couteau. Puis il prit le temps de prendre une bière dans le frigo, manger ce que les sœurs avaient ramené pour elle, et fouilla l'appartement pour y chercher de l'argent. Il prit les quelques milliers de yens qu'il trouva, moins de 60 €, fuma une demi-douzaine de cigarettes assis entre les corps ensanglantés et à l'aide de son briquet, mit le feu aux rideaux et au canapé en matière synthétique. Il quitta l'appartement couvert du sang de ses victimes, emportant son maigre butin et ses armes dans son sac à dos noir, laissant les vies brisées des sœurs Uehara derrière lui. Alertés par les voisins, les pompiers arrivèrent sur place une dizaine de minutes plus tard, suivis par une voiture de police qui découvrit la terrible scène une fois l'incendie maîtrisé.
Les 2 victimes furent conduites aux urgences immédiatement, mais c'était trop tard. Les 2 avaient succombé à leurs blessures et aux fumées toxiques dégagées par la combustion des meubles et des tissus. La police lança une enquête pour cambriolage, incendie volontaire et meurtre, mais le feu avait effacé les empreintes et traces ADN, laissant peu d'espoir de recueillir des preuves. L'enquête s'orienta donc vers la recherche de traces extérieures et de témoignages. Très vite, les voisins parlèrent de ce jeune vagabond qui traînait dans le quartier depuis des semaines. Ils réussirent à localiser son point d'ancrage et, fouillant la réserve du temple où il s'était réfugié, les enquêteurs découvrirent le couteau ensanglanté à peine dissimulé sous un vieux journal. Yamadi Yukio fut interpellé par une patrouille quelques heures plus tard alors qu'il tentait de fuir par un terrain vague proche du lieu du crime. Il fut immédiatement mis en examen et présenté à un juge. Son procès débuta le 1er mai 2006 devant la cour de district d'Osaka. La bataille des experts psychiatriques commença et dura des mois, bien entendu. L'avocat de Yamadi plaida l'abolition du jugement au moment des faits, rappelant le passé psychiatrique de son client. Mais l'expert à qui il avait eu affaire pendant son séjour au centre éducatif fermé revint sur le devant des débats et exprima ses doutes quant au réel problème psychiatrique du jeune meurtrier. S'il fut établi qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité, les tests qu'il subira du 9 juin au 4 octobre 2006 ne mirent pas en évidence de maladie mentale chronique qui aurait pu abolir son jugement au moment des meurtres. Le côté manipulateur, réfléchi et clinique de Yamadi fut également mis à jour. Il faut dire qu'il ne faisait rien pour aider ses avocats. En effet, après avoir refusé de répondre aux questions de la police et des magistrats pendant des semaines, puis avoir tout nié en bloc, il s'est penché maintenant en révélations effrayantes, affirmant clairement son désir de tuer et la préméditation au meurtre des sœurs Uehara. Le 23 octobre, l'expert auprès du tribunal d'Osaka, Okae Akira, professeur à l'université de Kyoto, rendit ses conclusions. Yamadi pouvait comparaître devant une cour d'assises et répondre de ses crimes comme un individu possédant toutes ses capacités mentales et n'avait en aucun cas eu une quelconque altération du jugement au moment des faits. Le juge Namiki Masao confirma donc les accusations de meurtre au premier degré, viol, acte de torture et incendie volontaire. Le 10 octobre, au cours de la 10e audience, une requête inhabituelle vint troubler les débats. Le procureur, par l'intermédiaire de l'avocat de la famille Uehara, avait reçu une pétition citoyenne signée par 22 794 personnes et demandant la peine capitale pour l'accusé. Lorsque le juge demanda à Yamadi ce qu'il pensait de cela, il ricana et répondit « rien ». Le 31 octobre, lors des audiences de la partie civile, la mère des 2 jeunes femmes assassinées prononça un discours qui émut toute l'assistance, jusqu'au défenseur du meurtrier qui, lui, sourit pendant toute la durée du témoignage. Elle réclama la peine capitale, je cite, « seul moyen que la justice soit rendue et que le meurtrier de mes filles connaisse les mêmes souffrances qu'il leur a fait endurer ». Le 10 novembre 2006, le juge condamna Yamadi Yukio à la peine capitale, sentence confirmée le 13 décembre par la Haute Cour de justice. L'avocat de la défense interjeta appel, mais le 31 mai 2007, Yamadi lui-même demanda à casser l'appel et se dit prêt à affronter sa peine. Devant l'émoi suscité par cette affaire dans l'opinion publique et la pression de la population, le condamné à mort ne passa pas longtemps dans le couloir du même nom. Il fut exécuté par pendaison le 28 juillet 2009 au centre de détention d'Osaka. Le même jour, on pendit également Maeoe Hiroshi, le tueur de suicidaires, donnant à l'opinion publique son lot de vengeance et remettant un couvercle sur la fabrique des monstres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Si vous avez apprécié mes contenus, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et si vous ne l'êtes pas encore, de vous abonner à la chaîne. Si vous le pouvez et le voulez, vous pouvez me faire un petit don sur Tipeee ou sur YouTube. Je ne vous cache pas qu'étant donné la nature de mes contenus, YouTube n'est pas tendre avec la monétisation. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la boutique satsujin.fr, vous y trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, les CD des musiques de la chaîne et des t-shirts originaux et sérigraphiés à la main, numérotés et signés. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook, j'y suis assez présent et y poste régulièrement des nouvelles de la chaîne et des vidéos à venir. Voilà,
Je vous laisse, ma pile de dossiers n'attend plus que moi, et bientôt, de nouveaux dossiers vous seront révélés, alors... Matane.